Alors, le deuxième constat, alors celui-là, il est important parce que bon, je n'ai pas trop rentré dans la transition écologique, économie circulaire, mais c'est quelque chose d'important parce que toute cette économie numérique nous est vendue en effet sur le truc écolo, hein, écologiste, et cette transition-là. Et en fait, par rapport à ça, il y a tout un ensemble de choses dont on ne parle pas. Et là, je voulais donc vous parler notamment d'un journaliste, donc Guillaume Pitron, qui a fait un livre qui s'appelle La guerre des terres rares et qui explique en fait ce qui se passe réellement derrière ces éoliennes, toute cette transition écologique et les voitures électriques. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc, si on comprend bien votre enquête, les énergies décarbonées qui semblaient être absolument la panacée pour éviter de conduire la planète à sa ruine, éoliennes, voitures électriques, panneaux solaires, sont plus polluantes que l'extraction pétrolière et que les énergies fossiles. En tout cas, à cause de ces métaux rares. Il y a un rapport du Black Peace Institute qui dit que l'industrie minière est plus polluante que l'industrie pétrolière. Donc c'est un rapport qui, de manière globale, classe l'industrie minière en plus polluante que l'industrie pétrolière. Ensuite, toute énergie verte, et notamment par exemple une voiture électrique, est aussi polluante que l'électricité qu'elle va consommer. Une voiture électrique, par exemple, si elle roule avec une électricité qui provient d'une centrale nucléaire, elle va consommer de l'électricité qui n'est pas nécessairement zéro carbone. Et si en plus cette électricité vient d'une centrale à charbon ou à pétrole, eh bien à ce moment-là, cette voiture électrique a de réels impacts sur l'environnement. Simplement, on n'en est pas conscient parce que les métaux rares, c'est pas nous qui les produisons, c'est la Chine qui les produit. On s'en est débarrassé dans les années 80. On ne voulait plus en entendre parler de cette production de métaux rares parce que c'est trop sale. On a mis en place en France des jolies réglementations environnementales, nous avons regardé comme on est propre, on a laissé ça boulot aux Chinois. Et aujourd'hui, on ne se rend pas compte des réels coûts écologiques à l'autre bout du monde en Chine de cette marche vers un monde plus vert. Et si on comprend bien cette exploitation des métaux rares, elle ne sert pas seulement à la transition énergétique, mais elle est aussi utilisée pour le numérique. De quand on peut dater cette surexploitation? À partir de quand on s'est dit, il y a là un Eldorado énergétique malgré les dangers écologiques que ça présente? C'est au tournant des années 80 qu'on commence à prendre conscience de l'importance de ces nouveaux métaux. Et c'est à ce moment-là, en fait, que dans les pays occidentaux, notamment la France, on commence à mettre en place des réglementations environnementales extrêmement draconiennes. Et donc voilà, donc ce tournant, il intervient dans ces années-là. On se dit qu'on n'a plus envie de s'occuper de cette extraction-là. On se dit qu'après tous les Chinois qui ont besoin de se développer et de s'enrichir le feront très bien à notre place, quitte à se salir, au risque bien évidemment d'un désastre environnemental que j'ai tout à fait dans les yeux, et sanitaire, puisque qui dit extraction de métaux rares dit bien évidemment village du cancer, et c'est ce que l'on voit en Mongolie intérieure. Voilà, et donc 30 ans plus tard, on découvre en fait quelque chose qui était complètement passé. On comprend dans quels objets du quotidien, de notre quotidien, nous, on retrouve ces fameux métaux? Alors, objets du quotidien, d'abord, ils sont dans les batteries des voitures électriques, ils sont dans certains moteurs de voitures électriques. Donc sachez que lorsque nous allons aller de plus en plus vers les voitures électriques, eh bien, nous allons consommer de plus en plus de métaux rares. Ils sont dans les téléphones portables. Ils sont dans les téléphones portables. Ils sont dans les tablettes. En fait, quelqu'un sur vous, enfin, qui aujourd'hui, à l'instant que je vous parle, n'a pas de métaux rares? Nous sommes tous vous avez concernés. Vous avez des micros, des téléphones portables dans votre poche, vous avez tous des métaux rares sur vous. Guillaume Pitron, ce que vous dites aussi, et ce qui est glaçant dans cette enquête, la guerre aux métaux rares, c'est que la convergence entre, d'une part, cette transition énergétique fondée sur les énergies décarbonées et la révolution numérique, qui prétend nous offrir un monde de dématérialisation où on ne toucherait pas, on n'abîmerait pas la planète, tout ça relève d'une forme de mystification. C'est un leurre. C'est un leurre. Et je venais pas de là. Quand j'ai commencé mon enquête, ça veut dire quoi, je venais pas de là? Ah oui. J'étais un bisounours comme tout le monde. Oui. Voilà, j'étais persuadé que les énergies vertes étaient vertes et propres. Que la croissance verte était une réalité bénéfique pour tous. Exactement. J'étais persuadé que le numérique c'était la digitalisation, donc la dématérialisation, mais derrière un téléphone. Sans impact sur la planète, sur les écosystèmes. Exactement, mais en fait c'est une mystification. Pourquoi? Eh bien parce que le numérique par exemple, quand vous envoyez un email, vous vous rendez compte un petit peu de ce que ça signifie en termes d'infrastructure numérique derrière. Il faut des câbles, il faut des data centers, il va falloir des fusées pour envoyer des satellites dans l'espace. Il va falloir des super calculateurs. Par an, 10 milliards? Oui, je l'ai lu en livre. Par an ou par jour? Je sais pas. Pardon, je ne sais plus, je ne sais plus le chiffre exactement, mais en réalité, pour moi, il y a ce que j'appelle un léviathan numérique. C'est-à-dire que derrière cette prétendue dématérialisation, en réalité, il y a toujours plus de câbles, toujours plus d'infrastructures numériques, toujours plus de... C'est jamais complètement virtuel, en fait. Ce n'est jamais virtuel. Et l'idée de se dire que c'est virtuel, c'est vraiment... Enfin, j'ai découvert que c'était une mystification complète. Voilà, hein, donc
la guerre des métaux rares, hein, la face cachée de la transition énergétique et numérique. Alors, j'en parlerai plus précisément hein, de justement l'impact environnemental, social et puis aussi sur la paix mondiale, parce qu'il faut savoir que évidemment, si les États-Unis chatouillent la Corée du Nord, par exemple, ben, c'est parce que là-bas ils ont découvert qu'il y avait pas mal de métaux rares. Et qu'au Moyen-Orient, évidemment, vous avez les réserves les plus importantes de gaz naturel et puis aussi de pétrole. Hein, donc voilà. Ensuite, donc, vous avez, bon, alors je parlerai aussi donc, de ce documentaire. C'est ça qui m'a fait prendre conscience de ça, c'est la pollution cachée d'Internet, qui est passé sur France 5. Et qui explique ce qu'il disait, c'est quand on envoie un mail, ça fait tout un ensemble de choses, sachant que c'est quand même un documentaire qui est fait pour faire de la propagande pour la transition écologique, puisque derrière on voit Jérémy Rifkin avec c'est-à-dire au lieu de faire des câbles, de la fibre, c'est les ondes, donc c'est sa fameuse économie circulaire avec les compteurs Linky et tout ça. Donc, mais en tout cas, ils expliquent très bien comment le coût environnemental et énergétique que recèle Internet et qu'on ne se rend pas compte, en effet, les data centers, les ordinateurs, ils doivent être froids. S'ils sont chauds, tout saute. Donc on doit en effet climatiser tous ces gros data centers. Et par exemple, il y a une ville de la couronne de Paris, je ne sais plus laquelle c'est, qui a 8 data centers et c'est spécialisé. Ces industries ayant fermé, elles ont repris ça, puis ils les ont transformés en data centers. Ben, en fait, ces data centers représentent la consommation électrique d'une ville moyenne. Voilà, donc c'est assez important. Donc ça, vous avez, alors justement en termes d'ondes, parce que les nuisances aussi d'Internet, vous avez tout ce qui est l'électropollution dont on ne nous parle pas. Vous avez aussi, alors là, je vous parle donc de celui-là, cette fois-ci, qui est aussi du monde diplomatique, mais là je ne vais pas emmener tout le truc, qui est donc de février 2017, donc les ondes magnétiques et la pollution invisible. Hein, et donc, il explique donc comment l'Union européenne, afin que les marchés s'implantent, n'a pas fait sciemment d'études pour que les marchés en effet s'implantent, mais qui commence à y en avoir et que du coup, par rapport à ça, il y a des lois, notamment la loi abeille, qui a été mise en place parce qu'ils se sont rendus compte que ça avait un impact sur la faune aussi, et sur les enfants par rapport au téléphone portable aussi, les cancers du cerveau, etc. etc. Voilà, donc ceux qui sont intéressés, ondes électromagnétiques. Dans mes vidéos, je mets en général dans la description, je mets ensuite des liens hypertextes pour que les sources, pour que les gens aillent voir. Bon, malheureusement, sur le monde diplomatique, c'est souvent pour les abonnés, on n'a que le début, mais bon, voilà, vous aurez les... Il y a un documentaire, là, le journaliste. Oui, je le mettrai aussi. Oui. Voilà, donc ça c'est sur, donc il y a des rapports hein, de l'ANSES, donc il y a de plus en plus de gens qui sont électrosensibles hein, et des études, et ces études manquent malheureusement parce qu'en effet derrière vous avez ces milliards, quand on voit qu'aujourd'hui la propagande qu'ils font, puis que les enfants dès le collège en 6e, ils sont quasiment obligés d'avoir un portable parce qu'il y a une telle pression sociale qui est faite. Enfin voilà. Alors ce livre-là aussi qui est bien parce que moi je viens d'une famille où ma grand-mère était déjà la vie claire. Donc elle était écolo dans les années 70, enfin, une des pionnières, et donc j'ai une culture familiale qui est justement sur la responsabilité des liens de l'homme avec son environnement. Et par rapport à ça, donc là on est vraiment sur l'instrumentalisation hein,
de l'écologie et du bon sentiment pour la planète, mais pour faire de l'argent, hein, quelque part, et puis donc de nous cacher réellement les réels enjeux qu'il y a derrière, pour continuer à faire de la croissance. Et donc vous avez ce livre-là, pour ceux que ça intéresse, qui est intéressant parce qu'il met toutes les sources de l'UNESCO, ONU, etc. Toutes les sources, alors c'est un peu rébarbatif, c'est des textes, mais voilà, et ça s'appelle l'Empire écologique ou la subversion de l'écologie par le mondialisme. Voilà, donc qui traite aussi de ce thème-là. Donc j'en parlerai aussi un peu plus en conférence prochaine. Après il y a Jean Gadret qui faisait partie du rapport Stiglitz, des économistes, etc. Alors, pour être plus précis sur... alors, attendez, j'ai perdu ma souris, du coup. Allez, hop. Voilà. Pour être sur les mails, hein, pour être plus précis sur ça, alors là je le prends des chiffres de ce documentaire, mais c'est en fait un rapport de l'ADEME, hein, l'agence de l'énergie française, et en fait donc par heure, il y a 10 milliards de mails qui partent au niveau mondial, ce qui représente 50 gigawatts-heure par heure. Donc là, on n'est que sur les mails. Hein. On n'est pas sur les consultations Internet, sur les dépôts de vidéos sur YouTube. Voilà, mais sur les réseaux sociaux. Donc rien que pour les mails, donc 50 gigawatts-heure, ce qui représente la production de quand même 15 centrales nucléaires par heure, pendant une heure. Ça représente aussi, en termes de CO2, puisqu'on nous parle beaucoup du CO2, etc., 4000 tonnes en équivalent pétrole. Et donc ça fait 4000, comme si on faisait 4000 allers-retours Paris-New York. Voilà, pour se donner un petit peu une idée de ce que coûte l'énergie, cette énergie-là. Là, c'est un rapport aussi, alors, parce qu'on nous dit les énergies renouvelables, c'est fantastique, etc., l'éolien, bon, alors, on vient de voir hein, qu'en effet, c'était pas si propre que ça, voire plus sale, mais et qu'en plus, ça exploitait les ressources naturelles et ça polluait les autres pays en développement. Donc là on voit sur ce tableau, alors c'est un tableau qui est fait par Jean-Marc Jancovici, qui a fait des auditions, il a des très bonnes interventions, il est physicien énergéticien, et donc là c'est donc la consommation moyenne par personne, donc en kilowatts, hein, en énergie, puisqu'en fait les physiciens ils mesurent en énergie. Et ensuite vous avez les couleurs, c'est par quelle source a été créée cette électricité-là, enfin, cette énergie-là. En fait, donc en bas, le marron, c'est le charbon, le rouge, c'est le pétrole, si je ne me trompe pas. Rouge, oui, c'est ça, pétrole. Ensuite, le bleu, c'est le bleu clair, c'est le gaz naturel. Ensuite, vous avez bleu un peu plus foncé, l'hydroélectrique, donc nos barrages hydroélectriques. Par exemple, nous ici, on est des zones, ils sont en train de les libéraliser, hein, de les privatiser notamment. Enfin, ça c'est pour... vous avez ensuite au-dessus, le jaune, c'est le nucléaire, hein, qu'on avait développé beaucoup après la Seconde Guerre mondiale, justement pour être autonome au niveau énergétique. Le bois, ensuite, jaune un peu plus foncé. Et tout là-haut, vous avez autres. Et dans les autres, ben, vous avez éolien, hydro-marémoteur, là, vous avez voilà, ce qu'on appelle les énergies renouvelables et qui sont partout à la télé. Donc là, ça permet de relativiser le poids. Alors c'est jusqu'à 2012, hein, donc c'est de 1860 à 2012. Et on voit que aussi, en moyenne, vers 1900, c'était à peu près 5000, hein, la consommation énergétique, et que par rapport à en 2012, on est sur plus du triple, on est à 22. Voilà.
pétrole. 4 fois, oui. Voilà. En fait, on ne paye pas l'énergie au prix qu'on devrait la payer. Ah ben complètement. Et c'est pour ça que ça marche. Alors justement, ça marche c'est en fait pourquoi il y a ce mensonge quelque part écologique, hein, alors que, parce qu'il le dit, moi j'ai bourlingué pas mal, et parce qu'elle dit, mais les gens, ils savent ou ils savent pas. Et moi j'ai bourlingué pas mal, il dit, mais tout le monde est au courant de ça. Tout le monde le sait. Donc Monsieur Hulot... tout le monde sait, enfin tous ceux qui s'en occupent, pas le lambda, nous on n'est pas au courant de ça, je veux dire, mais voilà. Alors pourquoi donc il y a ce mensonge écologique de dire que ben c'est bien de numériser parce que du coup on n'abat pas des arbres pour faire du papier, ça a commencé par ça. Et ben en fait c'est parce que à l'origine, et il le dit aussi, c'est par lui notamment, c'est que le modèle économique actuel, capital-travail, en fait, c'est un modèle qui est erroné parce qu'en fait, il part du principe que les énergies, elles sont inépuisables et elles sont gratuites. Donc, en fait, on crée de la richesse avec ça, avec des choses qui sont gratuites et inépuisables. Et du coup, après, on va voir comment on se partage le gâteau, quoi, hein, entre le capital et le travail. Et donc, et toute l'économie est montée là-dessus, mais en ne prenant pas en compte les limites de notre environnement. Voilà, donc c'est pour cette raison que par rapport à ça, on a, alors au niveau syndical et autres, hein, donc il y a dans les outils économiques qui sont mis en place partout, dans le PIB, comment on calcule le produit intérieur brut, comment on calcule la croissance, dans cette logique de croissance infinie, hein, une croissance est toujours infinie. Dans ces outils de calcul-là et donc dans ce qu'on recherche, dans ce que toutes nos politiques recherchent, en fait, on oublie complètement cette partie-là. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on arrive à la limite de ce système, puisque la pollution, les réserves de pétrole, on est arrivé au pic de pétrole, etc. etc. Donc, et par rapport à ça, donc, le système économique est toujours le même, mais par contre, on utilise les désastres que génère ce modèle économique-là, qui est mortifère, puisqu'il va vers l'épuisement des ressources et puis vers la société, pour justement alimenter et puis se partager le gâteau quand même de ce qui reste entre le capital et le travail. Voilà. Alors il faut savoir aussi que c'est pas seulement, c'est vrai que j'avais pas les mails par rapport aux mails, et c'est que aussi pour construire un ordinateur comme ça, en sachant qu'en plus, avec la libéralisation, ils viennent de Chine, ou ils viennent, l'électronique, donc il y a le transport aussi, tout ça. Ça coûte aussi des centaines de tonnes de CO2, parce qu'il y a le bateau, il y a les transporteurs, etc., etc. Il y a l'extraction minière, il y a tout un ensemble de choses. Et qu'en termes d'énergie, rien que pour construire ces outils, pas rien que pour les flux, pas rien que pour les data centers, mais tous nos objets de consommation, en fait, aussi sont très énergétivores. Alors, troisième constat, le progrès, hein, quand nous voyons un progrès, donc est contre, alors là je suis psychologue du travail, donc est contre la nature même de l'homme et signe de notre décadence. Alors en décadence en termes, et Christophe Dejour, je vous propose d'écouter rapidement, en parle, décadence en termes de l'homme se nie à lui-même, c'est-à-dire que là on est contre la nature de l'homme qui est justement d'honorer la vie par son travail, et notamment le travail collectif. Donc là, c'est un interview qui a été fait de Christophe Dejour dans J'ai très mal au travail, où il explique, donc il y a plusieurs choses, notamment l'humanité et le travail. Allez, plus vite. Donc il est au CNAM. Hein. Il y a quelque chose de consubstantiel entre être dans le monde des êtres humains, faire partie du monde humain et travailler. Le travail n'est pas, c'est anthropologique le travail.
Le travail est un moyen de me confronter à moi. Aussi bien quand je travaille mon piano, si je veux devenir pianiste par exemple, que quand je travaille à l'usine ou quand je travaille comme chercheur ou n'importe quel métier. Il y a quelque chose là qui est une chance. Alors, quand on ne peut plus jouer ça, et que l'ensemble du travail par son organisation se retourne contre cette dimension anthropologique du travail, c'est-à-dire de telle sorte que partout je ne puisse plus jouer avec le travail pour jouer avec moi-même, alors on entre dans quelque chose qui, en quelque sorte, inscrit le travail contre la culture, contre la vie. Contre la vie. La vie en tant que la vie, c'est la vie subjective, c'est-à-dire celle qui s'éprouve soi-même, qui cherche son accroissement, qui se trouve et se révèle justement dans une des épreuves, qui est le travail, l'autre étant l'amour. Mais ce sont les deux grandes épreuves. Et pour beaucoup d'entre nous, on ne sait pas, la vie érotique, la vie amoureuse, marche qu'à un quart. Pour beaucoup d'entre nous, nous tenons notre vie essentiellement du rapport au travail, de cette chose, de pouvoir se mettre à l'épreuve de l'ensemble. Et l'être générique de l'homme, au fond, débouche de cette idée de la culture, en tant que la culture, c'est la possibilité d'inscrire le travail dans cette perspective d'honorer la vie ensemble. Et accumuler, cristalliser, en quelque sorte, ce travail des individus, mais aussi ce travail collectif dans quelque chose qui est sédimenté sous la forme de la culture et de la civilisation. La culture, ce n'est rien d'autre que ce par quoi se sédimente ce qu'il y a de meilleur en l'homme en tant que ce sont des manières d'honorer la vie. Aujourd'hui, nous avons mis en place des modes d'organisation du travail qui ne permettent plus d'inscrire le travail dans la culture. Le travail, tout devient produit de consommation. Ça n'est plus l'amour de la vie. Le produit culturel n'est pas l'œuvre d'art. C'est un produit à consommer, donc à détruire. Donc il n'a pas de durée. Et c'est ça qui est terrible. Et en plus, on doit renouveler les modèles pour le consommer le plus. Et puis, si possible, baisser le niveau de nouveauté, du pouvoir de déranger, du pouvoir de critique que contient l'œuvre d'art, en tant qu'elle nous ouvre justement à la fois sur un regard critique du passé et qu'elle ouvre des perspectives d'avenir, fait apparaître des formes nouvelles par lesquelles l'homme se grandit, se découvre, se révèle à lui, mais quand même tendu vers quelque chose qui est bien honorer l'être humain de l'homme. L'être de l'homme. Aujourd'hui, on est dans un travail qui ne peut plus s'inscrire, tend à ne plus pouvoir s'inscrire dans la culture, ne peut plus se mettre au service de la culture. Il n'y a que cette dimension par quoi le travail s'inscrit dans la continuité, ou peut s'inscrire, ou cherche à s'inscrire dans la culture, que peut naître l'enthousiasme. L'enthousiasme a disparu. Nous avons perdu notre enthousiasme. Il existe encore un peu chez les artistes, on le voit, de façon absolument bouleversante aujourd'hui, quand on a un opéra, une pièce de théâtre, quelquefois un film, ébloui devant le travail collectif, tout ce que ça représente de coopération, et puis de bonne humeur, et les mecs qui chantent ensemble, et là, le concert, tous ces gens chantent ensemble, ils viennent de différents pays, de différentes nations, là, ils sont en quelques temps, ils ont monté. Alors là, l'enthousiasme revient, on comprend ce que ça veut dire, mais c'est eux qui le tiennent aujourd'hui. Le monde du travail, pour l'ensemble, est déserté, tout ça. Nous sommes dans la décadence. C'est pas demain. La décadence, elle est là. La décadence en tant que l'homme se nie soi-même. C'est ça la réalité aujourd'hui du travail. Et c'est ça qui évidemment pose problème. Il faut reprendre la main là-dessus. Et nous pouvons, ça dépend de nous. Donc voilà, c'était simplement pour dire que, évidemment, donc là il parle, c'est les spécialistes des risques psychosociaux, c'est-à-dire de l'évolution du travail, de comment la destruction des professions, etc. Et évidemment qu'avec des robots, honorer la vie sera encore plus, voilà. Et par contre, là, l'objet à détruire, etc. Et qu'évidemment la civilisation est détruite évidemment par cette déshumanisation du domaine du travail, et en évacuant l'humain et les professions de
de l'économie, on accentue encore plus ce genre de choses. Et en effet, le revenu de base n'est qu'un pansement. Et il ne considère l'humain que comme quelqu'un qui doit avoir simplement de l'argent. Mais là, il explique, alors ça paraît peut-être prêtre ou bisounours ou je ne sais pas quoi, mais il explique réellement ce qu'est la nature humaine, voilà, et que c'est pas simplement pour avoir de l'argent, et voilà. Le quatrième constat, alors j'en ai parlé dans ma première conférence sur la mondialisation, c'est qu'en fait c'est la mise en place, on assiste à travers donc Internet, la robotisation, l'économie numérique, à la mise en place d'un monde anti-autoritaire, c'est-à-dire qui est complètement décentralisé, où c'est les algorithmes qui prennent des décisions à notre place, et puis tout le monde est pareil, qui est sans frontières, hein, il n'y a pas d'État, pas de frontières, tout est contrôlé par des machines et autorégulé. Hein. Par exemple, l'économie circulaire de Rifkin, c'est ça. Hein, et évidemment, Internet aussi, qui en fait capte toutes les données au niveau mondial et prend des décisions, et ces machines qui auto-apprennent. Et en fait, cette disparition des États-nations, j'en ai parlé donc, par rapport à Hayek et Friedman, mais en fait, il vient donc des conférences Massy, qui sont donc des réunions de scientifiques après la Seconde Guerre mondiale, qui se sont réunis, et leur objectif, donc, c'était de créer une science qui soit capable donc de contrôler le comportement humain et de le prévoir. Hein. Et cyber, c'est justement contrôle, et cybernétique, ça veut dire ça, science du contrôle. Et c'est Norbert Wiener donc, qui est notamment le promoteur de ça, mais ça a été développé à partir de ces conférences avec différentes disciplines, des mathématiciens, des anthropologues, hein, Margaret Mead, etc. etc. Pour ce passage-là, donc il y a un documentaire qui a été fait d'Aznest. Vous avez donc dans la conférence que j'ai fait, la première conférence que j'ai fait sur la mondialisation, vous avez toutes les sources. Hein, ce documentaire est assez bien fait sur ça. Alors l'objectif de ces conférences massives, c'était de garantir la paix mondiale suite à ce traumatisme de la guerre, et aussi d'éradiquer l'antisémitisme et le racisme. Mais aussi, il y avait les USA derrière, hein, les États-Unis, qui étaient dans un contexte de guerre froide et luttaient contre le communisme. Et donc on a, à travers ces travaux-là, en fait, vous avez ces chercheurs, il y en avait qui travaillaient pour la CIA, General Electric, voilà. Voilà, donc tous les détails par rapport à ça dans ma première conférence, et notamment l'erreur fatale qu'ils ont fait au niveau de la conception du monde et de l'homme. La cybernétique, donc cette science-là, alors elle a envahi toutes les autres disciplines. Hein. La cybernétique, en fait, ça prend les sociétés humaines et le cerveau pour un système de traitement de l'information. Et donc, du coup, par rapport à ça, ces principes se sont élargis à plein de domaines de la science. Mais elle a développé, ça a permis de développer donc, ces conférences massives avec les États-Unis, hein, notamment Internet. À l'origine, c'était ARPANET, et c'est l'armée américaine qui l'a développé. Donc, l'intelligence artificielle avec l'informatique, robotique, transhumanisme, Internet. Les sciences cognitives, donc les neurosciences, la linguistique, la psychologie cognitive, même l'anthropologie cognitive et la philo-cognitive. Donc vous avez alors notamment Jean-Pierre Dupuis, qui est polytechnicien et philosophe. Il a eu accès à ces conférences massives. Il a analysé parce qu'il voulait savoir donc l'origine des sciences cognitives. Hein. Voilà, vous avez ensuite le New Age, donc l'école de Palo Alto, hein, pareil, Silicon Valley, hein, cette école-là qui était un foisonnement d'idées, de brassage de différentes choses, tout qui a émergé, toutes les thérapies brèves
le reichien, le courant reichien, la PNL, hein, la programmation neurolinguistique, l'analyse transactionnelle, le coaching, hein, etc. Oui. Voilà, donc qui est issu aussi de ça. Au niveau du management, le livre de Baptiste Rapin, qui est maître de conférence à l'IAE de Metz, qui a fait donc au fondement du management, qui explique aussi l'idéologie qu'il y a et la théologie qu'il y a derrière ces conférences massives. Et donc derrière le management, parce que c'est à partir de la cybernétique et à partir de ces conférences massives que le développement des ressources humaines s'est fait, donc avec tout ce qui est ressources humaines, qualité totale, sciences de gestion et aujourd'hui responsabilité sociale des entreprises. Donc ça, j'en ai parlé à la conférence dernière, hein, de cet aspect management. L'ingénierie sociale aussi, qui est en fait le marketing, le pionnier donc, du marketing, qui à l'origine c'était le neveu de Freud, Édouard Bernays. Et en fait, bon, il n'avait pas trop rapport avec les conférences massives, mais en fait, par rapport à ça, j'en parlerai dans ma conférence prochaine. Là, celle-là, ce sera celle du 4 mai, hein, sur justement comment on est passé d'une société du besoin à une société du désir, donc par le marketing. Et voilà. Et aussi la propagande politique, parce qu'il faut savoir que Goebbels, chez les nazis, étaient fans des théories d'Édouard Bernays. Hein, et ils ont utilisé justement toutes ces techniques-là pour arriver au pouvoir et y rester aussi. Voilà. Donc on voit ces conférences massives. Donc quel était leur objectif? Donc je l'ai dit. Mais les conclusions qu'ils en ont tirées, en fait, c'est qu'il fallait, pour qu'il y ait la paix et puis éradiquer le racisme et l'antisémitisme, qu'il fallait créer une société mondiale post-nationale, c'est-à-dire où on supprimerait les États-nations, et qui soit multiethnique et sans frontières codifiées. Les scientifiques donc, ont fourni cette science-là, hein, la cybernétique, avec les plans de construction, et notamment donc, pour permettre le contrôle et la gouvernance, parce qu'aujourd'hui on ne dit plus gouvernement, on dit gouvernance, notamment grâce au numérique, qui est dans la lignée de ça. Et Internet, c'est vraiment ça. Hein. Internet, c'est un réseau mondial complètement décentralisé, où il n'y a pas de frontières, etc. Hormis peut-être les frontières de la langue. Voilà. Les outils permettront de créer un homme nouveau, un homme anti-autoritaire et qui en fait essaye d'arracher l'homme à sa nature. Et là, j'explique dans ma première conférence, en tant que psychologue, l'erreur fatale qui a été faite par rapport aux travaux de Adorno et de l'échelle F, l'échelle de fascisme, notamment par rapport à ça, et comment ils ont défini que le problème de la guerre et le problème du racisme, c'était dû à la nature humaine. Voilà. Et donc pour eux, la nature humaine, c'est le chaos, et donc il faut en effet qu'il y ait un système autorégulé et inhumain, technologique, qui en effet permettent de domestiquer l'homme et l'empêcher de développer sa nature mauvaise. Voilà. Par rapport à ça, alors ça a ensuite découlé en effet à travers le développement personnel, à travers mai 68, enfin, voilà, après il est interdit d'interdire, puis les frontières, enfin, voilà, après on voit toutes les déclinaisons que ça peut avoir. Alors j'ai juste noté que
le problème principal, c'est la confusion entre pouvoir et autorité. Donc ils disent qu'il faut supprimer l'autorité, mais en fait l'autorité, ça a une définition très précise. Là je me base notamment sur le livre d'une de mes consoeurs, Ariane Billerand, qui est docteure en psychopathologie. Ça s'appelle L'autorité, psychologie et psychopathologie, où elle explique que en fait l'autorité est différente du pouvoir. Le pouvoir, c'est celui qui décide, qui punit, qui contrôle. C'était le rôle pour les Romains du pouvoir. Par contre, l'autorité, c'était le Sénat, hein, c'était les sages en fait, qui détenaient ça. Et là, c'est pas une autorité qui punit, c'est une autorité devant laquelle on s'incline. Hein. Parce qu'en fait, elle est garante de l'immuable, de la transmission des acquis des anciens, de la connaissance de la réalité, etc. Voilà. Donc, cette autorité-là, elle est portée notamment par les métiers. Hein. Tout à l'heure, j'ai parlé du modèle erroné entre capital et travail, mais il faut savoir que des règles de métier, ça permettait justement de corriger ce biais-là de ce modèle, puisqu'en fait, un professionnel qui a des enfants, etc., et puis qui est dans un souci d'intérêt général, donc prendra en compte, pas rien que l'économie capital-travail, mais prendra en compte aussi les ressources, ses réserves, etc., etc. Et l'empathie qu'il a pour son prochain, hein, voilà, c'est-à-dire pour vivre ensemble. Voilà, et en fait, l'autorité, donc, alors il y a la famille aussi, bien sûr, hein, qui est là-dedans, parce que le modèle de l'autorité, c'est l'autorité parentale, hein, et c'est bien dans la transmission hein, qu'on est, c'est pas du tout dans quelque chose de pyramidal, puisque une fois que l'enfant est majeur, il est majeur, donc on a plus son, voilà, il est autonome, on lui a transmis, voilà, tout comme un prof, un instituteur transmet aussi. Voilà, et en fait, l'autorité, c'est, alors à travers notamment les professions, c'est une façon de aussi contrôler le pouvoir, de façon à ce qu'il ne bascule pas dans la tyrannie. Voilà, c'est de le ramener justement au principe de réalité et à l'humain, et voilà. Et donc empêcher la toute-puissance de ceux qui sont au pouvoir. Et c'est pour ça que le Conseil national de la résistance avait renforcé énormément le pouvoir de chacun dans les services publics avec les bureaucraties professionnelles, etc. Parce qu'en effet, c'est une façon de mettre des remparts contre les tyrans qui, politiques ou financiers. Alors, on arrive à la conclusion. Donc en gros, j'ai mis pour l'OMC, donc l'Organisation mondiale du commerce ou l'Union européenne, donc le problème ne vient pas de l'ouverture des frontières, mais vient uniquement des technologies qui inévitablement progressent, du progrès. Mais en fait, c'est une absurdité, parce que si on ne robotise pas, quand on est dans un système ouvert, parce que la cybernétique c'est ça, c'est les systèmes ouverts. Quand on est dans un système ouvert, évidemment, si on ne robotise pas, on est plus cher, et donc le client il va voir ailleurs, et donc on ferme les portes. Et donc pour les travailleurs, le problème n'est pas la robotique, ou est-ce qu'il faut un revenu de base, mais ce ne sont que des symptômes simplement du fait qu'on retire tout simplement à l'espèce humaine, aux hommes, la possibilité de s'autodéterminer en fait. Et que c'est la destruction vraiment de leur pouvoir d'agir à travers la disparition des États-nations. Voilà. Donc, qui est réellement le problème. Parce qu'un outil n'est qu'un outil. Hein. Un couteau, ça sert à manger, mais ça sert à éplucher les légumes, mais ça sert aussi à tuer son prochain. Donc, et ce qu'il y a, c'est qu'actuellement, ce progrès-là,
est financé par la finance, dont l'objectif est en effet la rentabilité, ce genre de choses, et qu'il sert à cet unique but et qu'il est mortifère. Hein. Et qu'en plus, par rapport à ça, donc ce projet, pour justement s'accaparer toutes les richesses, c'est en effet de supprimer l'autodétermination des individus. Voilà. Donc, je voulais juste finir sur ce livre-là que j'ai acheté. J'ai pas encore lu. Mais voilà, c'est La nouvelle servitude volontaire. Donc, c'est un journaliste qui a fait une enquête sur le projet politique de la Silicon Valley. Et donc, il montre notamment comment, les aspects, l'homme devient intégralement transparent et immatériel, la liberté de choisir, la créativité et l'émancipation sont désormais remplacées par l'anticipation, la prédiction et la régulation. C'est bien plus qu'une révolution numérique, c'est un véritable projet politique qui est à l'œuvre. Voilà. Donc, en tout cas, je pense une enquête intéressante puisqu'on a vu qu'en effet, la Silicon Valley, c'était les conférences massives qui avaient développé en effet l'intelligence artificielle et les sciences cognitives, et donc du coup les robots auto-apprenants, etc., etc. Voilà. Le nom de l'auteur, c'est, pardon? Alors, c'est, pardon, je ne l'ai pas dit, Philippe Vion-Dury. V-I-O-N-D-U-R-Y. Voilà. Et donc, simplement pour finir, parce que c'est vrai que tous, hein, moi, vous voyez, les numériques, j'en ai, je vais vous mettre sur ma chaîne YouTube. Donc, évidemment, c'est un outil. Et c'est vrai que par rapport à ça, donc, je mets quand même, l'habitude est plus facile à changer que la nature, hein, notamment la nature du monde, ce qu'on a dit, et puis le doute. C'est le commencement de la sagesse, et ça c'était Aristote qui le disait déjà, donc au IVe siècle avant Jésus-Christ. Voilà, et j'espère que par rapport à ça, c'est en tout cas important d'être vigilant ou éclairé ou réfléchir, en tout cas par rapport à ce qu'on nous propose ou impose par rapport à ça. Et puis moi j'utilise en tout cas le numérique parce que c'est un outil pour communiquer avec les autres, pour l'intérêt général, parce que j'estime que c'est le minimum qu'on doit aux gens, c'est d'avoir accès à ces informations-là. Voilà.